Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer. Alors, première des choses, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Philippe Audette et notre invité d'aujourd'hui, c'est Rodolphe de Coninck, donc géographe. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, honte à vous. C'est quand même une figure marquante de la géographie, tant au Québec qu'au Canada et même à l'international. Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer. Première des choses, je voulais juste vous dire à quel point je suis content d'être ici, content d'être en présence aussi de Rodolphe de Coninck, puisque, bon, sans avoir suivi totalement les traces de M. de Coninck, j'ai travaillé aussi sur l'Asie, j'ai été faire du terrain, mes recherches m'ont porté un peu plus vers cette région-là. Donc, c'est sûr que j'ai lu beaucoup des livres qui ont été publiés par M. de Coninck. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir servir un peu d'intermédiaire entre vous et lui pour cette conférence. Alors, première chose aussi à mentionner avant, et je sais que je m'étire un peu, mais je suis toujours dans l'introduction, c'est de vous dire que c'est mon petit entretien, mais qui a la particularité d'être associé au rendez-vous de la géographie. Donc, c'est une heureuse collaboration. Vous comprendrez qu'avec un géographe que l'on reçoit, c'était tout naturel de faire cette association. Donc, c'est le premier, mon petit entretien de la session hiver 2020, mais c'est aussi donc un des nombreux rendez-vous de la géographie qui va s'organiser sous différents thèmes. Alors, encore une fois, très heureux que ça puisse se passer à l'espace conférence de la bibliothèque. Donc, comment démarrer pour vous présenter un professeur, chercheur qui a une aussi longue carrière que M. de Coninck? On en parlait tout à l'heure, son CV fait 60 pages. Vous comprendrez que je ne vous en ferai pas la lecture. Alors, il a fallu que je fasse quelques choix pour vous montrer à quel point c'est justement une production importante, mais aussi une personne très intéressante. Alors, vous ne m'en voudrez point de peut-être, sans dire lire, mais de consulter mes notes, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Alors, je vous parlais donc de M. de Coninck, de nouveau retraité, si on peut le dire comme ça, retraité de l'enseignement. Cela dit, ça ne l'empêche pas de faire des conférences ici et là, d'être encore sollicité, parce qu'il a une justement très longue et riche carrière. Donc, il enseignait à l'Université de Montréal de 2002 jusqu'à, pendant 14 ans. Auparavant, il était à l'Université Laval. On parle de 32 ans, si je ne me trompe pas. Et élément important pour ceux qui feront peut-être de la recherche futurement, mais il a été titulaire de la chaire de recherche senior donc du Canada sur les études asiatiques, en fait, en études asiatiques. Alors, pour vous, étudiants qui n'en êtes pas encore là, une chaire de recherche, c'est surtout senior du Canada, c'est prestigieux, il y en a très peu. Et donc, ça permet d'avoir un peu l'esprit tranquille, notamment au niveau du financement, pour pouvoir faire du terrain, si on pense à la géographie notamment, de pouvoir envoyer des étudiants qu'on encadre, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat. Donc, c'est vraiment d'avoir ce genre de chaire, ça aussi, c'est un élément qui est assez important. Grosso modo, je vous ai parlé d'Asie du Sud-Est, mais les thèmes de prédilection de M. de Coninck tournent autour de l'agriculture, des paysanneries, et je spécifierais peut-être autour de la transition agraire, notamment, et du compromis territorial, terme qui pourra expliciter et approfondir tout à l'heure, puisque c'est un des chapitres de son bouquin. Il s'intéresse aussi notamment au développement social, économique et politique, des sociétés qu'on va retrouver, et notamment aussi des questions environnementales. Je pense entre autres à la déforestation. Quelques sujets parmi, j'imagine, d'autres qu'il pourra aussi nommer. Et c'est terrain de prédilection, parce qu'on en a discuté un petit peu. L'Asie du Sud-Est, oui, mais plus particulièrement Singapour, Malaisie, Indonésie, Vietnam. Je pense que c'est vraiment comme des territoires que vous maîtrisez particulièrement bien, où vous êtes allé régulièrement, même jusqu'à tout récemment. Donc, c'est vraiment
un ambassadeur d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu peut-être malgré lui, mais c'est une figure vraiment très importante de la géographie. On parlait tout à l'heure des liens entre M. de Coninck et M. Yves Lacoste, peut-être que vous connaissez, pour avoir lu, que ce soit en politique ou en géographie, de ses bouquins. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la vulgarisation de cette discipline, de cette science, de la faire connaître, beaucoup de présence dans les médias. Vous avez été interpellé à plusieurs reprises dans des émissions de radio. Je pourrais ajouter aussi une production d'une émission qui a cartonné, c'était les termes de mon collègue Jacques Provost, Le Monde à la carte, qui était en fait, si on veut, une transposition du cours qui était donné donc à l'université, mais il y a une demande qui a été faite que ça soit donc mis sous un format télévisuel, et donc on parle de 13 émissions d'une heure qui étaient, comme je vous ai dit, très populaires, même qui a été diffusé en France aussi. Donc, au Québec, c'était sur Canal Savoir et Télé-Québec, entre autres. Et il y a eu, pendant combien d'années à peu près? 16 ans. 16 ans. Donc, imaginez, c'était vraiment une émission qui fonctionnait très, très bien. Je pourrais vous parler, évidemment, de ses publications, de ses recherches. Bon, moi j'ai ici 22. Je n'étais pas tout à fait sûr si on comptait celui-ci ou ça serait peut-être le 23e livre. 25e. Alors, vous voyez, maudit Wikipédia. Non, c'est pas vrai. Oui, non, c'est un passage. Non, c'est une blague. Beaucoup d'ouvrages collectifs, bien sûr, des articles, des chapitres de livres, et j'en passe et j'en passe. Petit élément qui est quand même plutôt sympathique aussi, c'est de savoir qu'il est membre de la Société royale du Canada. J'ai ici depuis 1990. Donc l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines. Et vous avez aussi reçu la médaille d'honneur de la Société de géographie de France, ou Société géographique de France, qui est quand même... Paris. De Paris, OK. Alors qui est plutôt sympa à accrocher ou à mettre en fait dans son CV quand même, j'imagine. Donc voilà, en fait, comme je vous dis, j'aurais pu continuer avec beaucoup d'autres informations. Je vais m'en tenir peut-être rapidement au parcours académique, et après ça, je vous céderai la parole un peu pour raconter peut-être par vous-même votre parcours. J'ai ici une licence S-Lettres de l'Université de Bordeaux en 1965, une maîtrise S-Art de l'Université Laval en 1967, donc vous n'avez pas perdu de temps, tout s'est bien enchaîné, et un doctorat de l'Université de Singapour, et donc ça c'était en 1970, et le sujet portait sur les communautés chinoises de la zone maraîchère de Singapour, si je ne me trompe. Alors voilà, je vais en profiter pour céder la parole, parce que en fait, vous n'êtes pas venu m'écouter, moi, mais plutôt M. de Coninck. Et en fait, j'orienterai peut-être déjà un peu les questions, à savoir, c'est la sempiternelle question, pourquoi la géographie? Déjà, qu'est-ce qui vous mène à la géographie? Et peut-être aussi pourquoi l'Asie du Sud-Est? Le monde est si vaste, alors il y a eu des choix qui ont été faits. Donc, M. de Coninck. Merci. Pourquoi la géographie? Ouais. Je pourrais vous donner des raisons pendant 2-3 heures, mais je vais essayer de le faire plus rapidement que cela. 3 choses. La lecture. J'ai commencé à lire très jeune. Beaucoup de romans d'aventure, de romans situés ailleurs que chez nous, au Québec. Je suis de Québec même, originaire. Beaucoup de lecture, beaucoup de voyages. La lecture m'a donné le goût du voyage. Plus j'ai voyagé, j'ai commencé assez jeune. Je me suis déjà sauvé en canot sur la rivière Noire vers New York quand j'avais 11 ans, 12 ans avec des copains. Pour essayer d'embarquer dans le bassin de l'Hudson en faisant du voyage. Ce type-là, au Québec. Et tranquillement associé à une chose pratique. J'ai 5-6 ans, c'est-à-dire la natation. J'ai travaillé comme maître nageur en Californie en 58. J'avais 15 ans, 3 étés de suite. Et là, ces petits voyages, ces voyages un peu plus étendus, qui se sont multipliés par la suite, ont commencé à me poser des questions, à poser des questions à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'agriculture dans la Grande Vallée centrale de Californie alors qu'elle est désertique? Il n'y a pas de pluie. C'est un des grands bassins agricoles de la planète encore aujourd'hui.
Et ça, je me rappelle, c'était des questions que je posais aux gens qui m'y amenaient, dans les vignobles au nord de San Francisco aussi, la vallée de Napa, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'agriculture viticole ici? D'où ça vient? Poser des questions. Lire, ça anime la curiosité. Et la curiosité anime la lecture. Ça nous fait lire. 2 livres par semaine depuis l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais cassé ce rythme-là. Je le maintiens encore aujourd'hui. Ça veut dire à peu près 20 heures de lecture par semaine. Mais du voyage où je me pose des questions. Donc, très amateur, ou très amatrice, ou amateur, si vous préférez, quand j'étais très jeune, jusqu'à ce que je me dise, c'est les géographes qui peuvent répondre à ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'agriculture dans la vallée centrale de Californie alors qu'on est dans un désert? En passant, elle est très, très pertinente encore aujourd'hui. La Californie souffre du fait qu'elle est un désert et qu'on a brisé les codes de la nature. On a détourné des fleuves pour arroser la Californie. Hein. Vous connaissez un peu l'hydrographie de l'Ouest américain, avec le Colorado notamment. Et puis donc, ça m'a amené à choisir la géographie comme discipline. J'étais intéressé par l'anthropologie, l'océanographie. Très jeune, je suis allé en Europe. Jeune encore. Je suis très vieux, là, mais donc à ce moment-là, j'avais 19 ans. Je suis rendu en Europe pour décider si j'allais faire de la géographie ou de l'anthropologie ou de l'océanographie. Je suis allé dans des universités concernées, donc à Monaco pour l'océanographie. En voyageant à travers l'Europe, ça c'était pendant un été. Et j'ai finalement opté pour la géographie. Mais avant ça, j'ai décidé d'aller l'enseigner. Comment et pourquoi, là, c'est un peu long, là. Je suis allé en Ouganda, en Afrique orientale, pendant 1 an, enseigner la géographie en anglais, que je maîtrisais assez bien, surtout après mes étés californiens. Et là, j'ai vraiment compris que c'est ce que j'aimais. J'ai donc appris d'abord à enseigner. C'est un peu de façon bizarre, on pourrait dire. On disait en québécois à l'époque, je chauffais la nuit pour être à jour le matin pour donner mes cours en géographie. J'ai fait ça dans un collège pendant 1 an, aux 4 niveaux de géographie, et ça m'a convaincu de la capacité explicative de la géographie à toutes les questions que je me posais. Pourquoi est-ce qu'il y a de la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il y a des volcans? Pourquoi est-ce qu'il y a la grande vallée d'effondrement dans le centre de l'Afrique est si riche au plan faune, au plan de la biogéographie? Et après ça, donc, j'ai réalisé les études qui ont été évoquées à Bordeaux, Québec, Singapour. Tout en continuant à lire, à voyager, à me dire que plus je voyageais, moins j'avais vu de choses, plus j'avais lu, moins j'avais lu, si vous voyez ce que je veux dire. On a plus envie, plus on lit, on se dit, j'ai rien lu. Plus on voyage, j'ai rien vu, quoi. J'ai fait le tour de la Chine 2 fois, mais j'ai vu, etc., à toutes les échelles. Il faut avoir l'audace et même la prétention de vouloir tout lire, de vouloir tout voir, mais aussi l'humilité de se rendre compte que c'est pas possible, puis que la seule façon d'assouvir la passion de la lecture, c'est de lire encore plus, puis du voyage, c'est de voyager encore plus, puis de poser des questions. Toujours poser des questions, puis essayer d'y répondre ou d'obtenir des réponses auprès des autres. D'où le fait, donc, que je me suis mis à enseigner. J'ai eu, après mes études, j'ai fait mon doctorat à Singapour, j'ai eu un poste assez rapidement à l'Université Laval, puis là, j'ai eu littéralement la passion d'enseigner, c'est-à-dire j'ai jamais aimé, moi, quand j'étais étudiant, les profs ennuyeux. C'est un peu risqué ce que je fais là, vous allez peut-être me trouver ennuyeux moi-même, mais je me suis juré que je ne le serais pas. Et quand j'ai donné mes cours, par exemple, là, je ne suis pas très à l'aise, là, je vais me mettre debout bientôt, j'ai jamais aimé enseigner assis. Je me promenais dans mes salles de cours à l'époque où on n'avait même pas de micro, il fallait avoir de la voix. Et parce que je considère qu'il faut motiver par l'exemple les étudiants. Faire état des liens qu'il y a, par exemple, entre ce qu'on découvre en voyageant. On n'est pas obligé de voyager en passant. Il y a des géographes qui ne voyagent pas et qui ne sont pas si mal après tout dans leur enseignement. Alors, dans mon cas, moi, ça me prend ça. Et ça me le prend encore. Je suis encore retourné en Asie du Sud-Est au mois de novembre dernier. Donc, c'est ça. Le goût de la lecture et du voyage et la découverte permanente, de mieux en mieux alimentée, que la géographie est vraiment la discipline pour expliquer le monde.
c'est très prétentieux ce que je dis là, puis je suis prêt à le défendre jusqu'au réveillon, avec toutes les questions que vous allez me poser si vous voulez. À savoir que de plus en plus, on se rend compte que le savoir spécialisé, tout incontournable qu'il soit, hein, ça va être par exemple géomorphologue, être climatologue, être urbaniste, ou ce que vous voulez, c'est bien, c'est presque incontournable, je viens de le dire, dans le sens qu'il faut avoir un métier, hein, il faut être plombier, il faut être électricien, etc., pour pratiquer un métier. Mais dans le domaine scientifique, la spécialisation, donc, indispensable, est tue la capacité d'intervenir. Si tout ce que l'on sait faire, c'est un métier spécialisé, c'est utiliser un outil, on est manipulable ad vitam aeternam. Hein? Par exemple, le savoir divisé est la meilleure façon d'assurer un savoir, un pouvoir dictatorial. Bon, j'abuse de ce terme-là pour que ça choque, pour que vous le reteniez. Regardez combien on pousse de plus en plus dans toutes nos universités le savoir spécialisé. Les directions d'université veulent de l'argent pour former des gens qui vont alimenter le marché, qui vont alimenter les visées du marché. Si vous avez un savoir holistique, un savoir plus large, tout en maintenant votre spécialité, hein, la légitimité professionnelle de nos jours, elle nécessite une spécialité. On peut dire, oui, moi, je connais les principes de l'érosion en région tropicale, en altitude, sur la répartition des fourmis. C'est indispensable si on veut prévenir la diffusion de telle ou telle maladie. Oui, sauf que pour contrôler l'évolution de la couverture forestière, contrôler la déforestation et surtout la limiter, il faut avoir une vision beaucoup plus large, comprendre quels sont les intérêts pour la forêt. Hein? Qu'est-ce qu'il veut de la forêt? Qu'est-ce qu'il veut le bois? Qu'est-ce qu'il veut, veut le bois? Qu'est-ce qu'il veut du bois pour faire du papier? Qu'est-ce qu'il veut le territoire forestier et montagneux pour y implanter des paysans qui vivent dans la pauvreté dans les basses terres? Il faut leur donner des nouvelles terres, puis on les envoie dans les forêts. On déboise, c'est les compagnies forestières qui déboisent, parce qu'elles, ça les intéresse. Bon, si vous êtes simplement spécialiste de l'érosion et de la relation qu'il y a entre la prolifération des fourmis, ça ne suffit pas. Il vous faut comprendre la relation qui existe entre une communauté et son territoire. Ça, c'est de la géographie. Okay? Puis si vous le connaissez juste à l'échelle d'un tout petit territoire, vous vivez dans un monde mondialisé, je n'ai pas besoin de vous annoncer ce que ça veut dire qu'un monde mondialisé, vous n'irez pas loin non plus. Il faut donc essayer de comprendre comment ça s'articule. La relation entre l'homme et son territoire dans une communauté comme le lac Saint-Jean, si on ne voit pas les intérêts de l'Alcan pour l'aluminium, etc., puis des marchés américains pour l'aluminium canadien et québécois, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi telle ou telle forme d'aménagement, telle ou telle forme d'emploi, telle ou telle forme de chantage à l'emploi est pratiquée par les États, par les entreprises, par Bombardier, etc., qui ont bien sûr besoin de l'État. Au cas où vous ne sauriez pas, aucune entreprise privée sur la planète qui fonctionne si elle n'a pas l'appui de l'État, contrairement au discours qui est ambiant, etc., que, bon, l'entreprise privée, c'est des initiatives, etc. Bon, c'est des États qui tiennent les entreprises à bout de bras, comme l'agriculture. Bon, là, j'en prends large, peut-être me poser une autre question. Bien, en fait, j'ai retenu que vous parliez d'une discipline qui est la meilleure pour expliquer le monde, de la géographie, mais j'en suis. Je veux dire, c'est ce que j'essaie, je pense, dans mes cours un peu de valoriser. Alors, c'est d'autant plus paradoxal un peu de voir la place qu'elle a dans la société, de voir peut-être... c'est peut-être un peu abusif de parler de dédain, mais... d'avoir des fois des réactions qui sont un peu négatives face à la géographie. Alors, comment ça se fait que finalement on plein potentiel? Peut-être que c'est une vision trop négative de ma part, mais... Parce que... merci de la question. Ça permet d'enchaîner sur l'idée que j'ai commencé à développer, sans l'avoir préparée, là, mais à savoir que de plus en plus, le savoir essaie de répondre à la demande du marché. Alors que ce n'est pas ça le principe du savoir. Le savoir doit être indépendant du marché. On sait que concrètement, le financement du savoir a toujours existé. La découverte du monde, là, je suis en train, en passant, de lire, de finir, là,
le livre de Stefan Zweig qui est sur Magellan. Magellan, vous voyez qui c'est, là, circumnavigation, découverte du détroit de Magellan, à la pointe de l'Amérique, au tournant du début du 16e siècle. Et donc de l'importance du financement que l'État assurait en collaboration avec des entreprises privées à ceux qui voulaient monter des expéditions, qui a été Christophe Colomb beaucoup plus tôt, ou un peu plus tôt en fait, et au Magellan. À savoir que les entreprises s'intéressent à l'expansion de la connaissance du monde, donc au 16e siècle, fin 15e, début 16e. Parce que ça peut ouvrir des marchés, parce qu'on va découvrir de l'or. On a toujours le mythe de l'or, on va trouver la route de l'or, on va trouver la route des épices pour aller en Asie du Sud-Est, pour prendre le monopole de ce qui se vend au prix de l'or en Europe à cette époque-là. Le prix de l'or, le poivre, un grain de poivre se vendait au poids du grain d'or. OK? C'est pas équivalent. Vous donnez une idée, là. De la convoitise qui est toujours derrière toute forme de recherche du savoir. Mais encore faut-il que ce savoir-là, lui-même, une fois qu'il est obtenu, ne soit pas monopolisé. Et plus le savoir est spécialisé, plus il est monopolisable et jetable. Et on vit dans une société qui est fondée sur l'obsolescence de tout et de rien, des biens comme du savoir. Si le savoir que vous avez est trop synthétique, est trop diversifié, vous n'intéressez pas l'entreprise. Ce que l'entreprise veut, c'est que vous fassiez telle ou telle tâche, et que sur cette tâche devient obsolète, vous devenez obsolète. Vous devez vous recycler, comme la marchandise. La géographie, en passant, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Quelqu'un pourrait vous dire, c'est la sociologie qui est indispensable pour comprendre le monde, pour comprendre les sociétés, les mécanismes, le pouvoir, etc. Bon, j'accepte ça. Je pourrais même vous dire qu'une des choses qui m'a passionné quand j'étais adolescent, justement, les premiers voyages que je faisais en me sauvant des colonies de vacances où j'étais, dans le lac Trois-Saumons, c'était l'ornithologie, c'était les oiseaux. J'étais fasciné par les oiseaux, les parcours des oiseaux, les migrations des oiseaux. Okay. Puis, avec quelques heures de préparation, je pourrais vous préparer une conférence en vous disant que les oiseaux sont indispensables à l'équilibre planétaire. Puis c'est vrai. C'est eux qui répandent les pollens, c'est eux qui répandent beaucoup des éléments indispensables à d'autres animaux, à d'autres plantes. Bon. On revient sur la question de la géographie comme connaissance qui n'est pas monopolisable. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre, le principe de la monopolisation. Je vais prendre un petit détour par le monde de la production. Vous savez, je vais prendre un exemple qui touche tout le monde, j'espère. La question des OGM, les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Bon, on craint beaucoup les conséquences alimentaires, même sanitaires, de l'utilisation, de consommation, par exemple, de maïs ou de soja produits à base d'OGM. On se dit, ben, ça va peut-être développer des cancers à moyen et à long terme, mais c'est fort possible. Dans certains cas, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités sérieuses. Mais l'argument fondamental de ceux qui utilisent les OGM, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est que ça permet de monopoliser les productions. C'est que si vous conditionnez votre production de soja à l'utilisation de graines OGM, vous pouvez aussi conditionner cette culture de soja OGM à l'utilisation d'intrants, insecticides, pesticides, engrais appropriés et uniques. Je prends l'exemple de ce qui est très connu, le Roundup, le glyphosate, qui est utilisé comme herbicide. Mais pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit utilisé à grande échelle avec une espèce mise au point par la méthode des OGM qui réagit à l'utilisation du Roundup. Okay? Donc, il faut contraindre les producteurs à tous produire exactement la même plante pour qu'on puisse utiliser sur 1000, 2000, 10 000, 100 000 hectares le Monsanto. Le produit c'est une des grandes multinationales pétrochimiques qui est achetée par Bayer, d'ailleurs. Ça n'existe plus, Monsanto. C'est un autre principe de monopolisation. Bayer, c'est une des plus grandes, sinon la plus grande société chimique, pharmaceutique de la planète.
Et elle possède le glyphosate, ça n'a rien à voir avec les médicaments, bien au contraire. Et ça, cette monopolisation-là, elle n'est possible donc que si on contraint les agriculteurs à employer ce produit-là. Alors, plus de ça, les OGM, vous le savez, sont stériles. On est obligé de racheter les graines à chaque année. Traditionnellement, dans l'agriculture, les gens produisent leurs propres graines, leurs propres semences, pour être exact. Grains, ça vient de l'anglais. Bon. À savoir que si vous avez, mettons, 1000 hectares, bien, il y a un hectare sur votre millier qui est consacré à la production des graines que vous allez utiliser pour la récolte suivante. Saison suivante, vous utilisez des graines, vos propres graines, ça ne vous coûte rien. Monsanto, ce que l'utilisation du Roundup fait ou contraint, c'est les utilisateurs de cette plante, OGM, à acheter le produit Roundup. Sans ça, pas de salut. Il n'y a rien à faire. Si vous décidez, ben non, je vais employer un autre herbicide parce que celui-là, je ne l'aime pas ou il ne me convient pas, je n'ai pas envie de l'employer sur toutes mes terres. Non, c'est obligé de monopoliser. Donc, ça favorise la monoculture, la monovente, c'est-à-dire un seul produit, un seul type de semence, un seul type d'intrant, parce que je prends juste un exemple, je pourrais pas aller plus loin avec les engrais, les pesticides et tout le bazar, là, je parle de l'herbicide. Le résultat, c'est que l'agriculture devient de plus en plus monopolisée. Vous avez des énormes entreprises qui possèdent, qui contrôlent en réalité l'agriculture. Au Québec, c'est ce qui se passe de plus en plus. Là aussi, je pourrais rentrer dans le détail de combien ça contribue à faire décroître le nombre d'agriculteurs, qui était à 29 000 à peu près il n'y a pas longtemps. On est rendu à 25 26 000. C'est pas beaucoup. Entreprises, pardon. Oui, c'est ça. Enfin, bon, je ne vais pas trop me disperser. L'idée, donc, à comprendre, c'est toute la logique derrière la monopolisation à toutes les échelles. La monopolisation permet de contrôler les prix, de casser les prix, de tuer les petits producteurs, de fournir Walmart, de fournir Costco, etc. Parce qu'eux, bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est l'uniformisation et les prix cassés, même si derrière ça, il y a des milliers d'emplois qui ont été détruits dans l'agriculture, il y a des milliers d'entreprises qui ont été ruinées, tous ceux qui ont refusé d'utiliser les OGM en question. Il y a des cas célèbres au Canada, notamment en Alberta, d'agriculteurs qui ont refusé d'employer les OGM et qui ont été en procès contre Monsanto et qui ont perdu, bien sûr. Parce que les États, en général, appuient les entreprises. Il n'y a aucun cas, sauf, heureusement, des exceptions, où à un moment donné, les États finissent par céder et à comprendre que s'ils veulent rester en place, il faut qu'ils laissent tomber les multinationales. Le meilleur exemple que je connais, c'est celui du tabac. Quand l'industrie du tabac, pendant très, très longtemps, niait les effets néfastes de la cigarette, à coups de milliards, littéralement, parce que c'est une entreprise extrêmement lucrative, que la production de la cigarette. Et chez DRL, qui est derrière la production de la patente, là, les vapoteuses. Les vapoteuses, hein. C'est l'industrie du tabac qui a financé tout ça. Pour s'en sortir. Bon, ça n'a pas fonctionné très longtemps, ça a fonctionné pendant quelques décennies, de casser les reins à tous ceux qui prétendaient que la cigarette pouvait mener au cancer, alors que c'était démontré largement. Et ça s'applique à des choses encore aujourd'hui. Par exemple, les OGM, on nie, mais ça permet la monopolisation. Le tabac, là, je ne vais pas me lancer dans l'industrie du tabac, mais il y a toute une histoire de la monopolisation aussi à l'intérieur de l'industrie du tabac. Regardez tout. Un exemple peut-être un peu plus sympathique, regardez la bière. Il y a une résistance, par exemple, au Québec, avec les microbrasseries, parce que les grandes brasseries sont toutes contrôlées par une ou deux à l'échelle planétaire. Hein, Molson, etc., appartient, je ne sais plus à qui, à Heineken, puis Heineken appartient, je ne sais plus à qui. Bon. Pour comprendre des mécanismes tels que ceux que j'évoque très brièvement et très caricaturalement, à la limite, il faut avoir une vision plus large. Il faut bien sûr être capable d'avoir au sein de la discipline de combat, je reviens à la géographie, là, pour pas trop vous égarer et m'égarer, au sein de la discipline, une capacité d'analyse approfondie de tel ou tel enjeu. Par exemple, dans le département auquel je suis encore rattaché, géographie de l'Université de Montréal, j'ai des collègues qui sont extrêmement calés sur le pergélisol. Hein? Vous savez ce que c'est, là? C'est très important de suivre ce qui se passe avec le pergélisol.
le nom l'indique, hein, c'est le sol gelé en permanence. En anglais, on appelle ça permafrost, le gel permanent, pour comprendre l'effet des changements climatiques. Hein. Le réchauffement planétaire est particulièrement marqué dans les zones nordiques, notamment en Russie puis au Canada. Et on est vraiment un laboratoire de ça, du réchauffement, le Canada. Donc, ça prend des gens qui sont capables de suivre ça de près, d'aller faire des échantillons, faire des carottes un peu partout, en Alaska, au Yukon, etc., dans le nord du pays, dans le nord du Québec, pour voir comment évoluent les sols, le fait que, bon, il y a des régions où ça ne gèle plus. Ça ne gèle plus toute l'année, ça dégèle, les sols dégèlent, ça a des incidences économiques considérables, vous le devinez. Surtout, notamment les aéroports, et plein de pistes dans le nord qui sont inaccessibles maintenant parce qu'elles étaient gelées 12 mois par année, elles ne le sont plus. Sauf que s'il y avait dans le département de géographie des gens qui font ça ou qui connaissent pas des spécialistes d'hydrologie qui sont très calés sur la turpitude des eaux du Richelieu, selon les saisons, donc la fonte des neiges, détérioration des sols, les engrais qu'il y a de plus en plus, les substances chimiques qui sont de plus en plus utilisées dans l'agriculture qui se retrouvent dans les eaux, des cours d'eau, des rivières et bien sûr du fleuve Saint-Laurent. Mais ça prend aussi quelqu'un ou un savoir, un ensemble d'approches qui interprètent tout ça. Par exemple, la turpitude du Richelieu qui évolue, elle est liée à l'évolution des pratiques agricoles, notamment à la diffusion des monocultures qui utilisent de plus en plus d'engrais, qui sont de plus en plus chimisés. On parle d'agriculture chimisée. Et ça relève donc de la monopolisation de la production, de la concentration des pouvoirs économiques et du financement de l'agriculture par les États. Parce que, je m'arrête après les 2 ou 3 phrases suivantes pour passer à une autre question. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a aucune entreprise dans le monde qui peut vraiment démarrer, fonctionner et devenir monopolisatrice si elle n'est pas appuyée par l'État. Ça s'applique tant au monde des affaires. On a un exemple splendide au Québec. Regardez Bombardier. C'est une entreprise qui a été fantastique, qui a prospéré, qui a engagé du monde à l'échelle planétaire, mais qui a toujours fonctionné avec l'appui de l'État. Puis là, c'est rendu qu'elle a encore besoin d'être appuyée par l'État. C'est flagrant. Alors, le fait de dire les entreprises privées, c'est eux qui créent l'emploi, c'est pas vrai. Elles ont besoin de l'État. Vous avez une bonne idée, vous allez la vendre à l'État. Après ça finit par un peu moins besoin de l'État, sauf pour la déréglementation. C'est le cas notamment de toutes les GAFA. GAFA, chacune d'entre elles, hein, Google, Apple, etc., ont tous eu besoin de l'État pour démarrer. Une fois qu'elles ont démarré, pour continuer à prospérer, meilleur exemple, Amazon ou Netflix, il faut qu'il y ait des réglementations, qu'on coupe des règlements, qu'ils ne soient plus obligés de payer, par exemple, de payer des taxes. Je ne sais pas de quoi je parle. Ils ne sont plus obligés de respecter certaines normes environnementales. Par exemple, la détérioration phénoménale liée aux serveurs, aux parcs de serveurs à travers le monde qui dégagent une chaleur qui a des effets de plus en plus marqués sur le changement climatique. Les États refusent de réglementer. Sinon, ces entreprises-là se cassent la gueule. Si Walmart devait respecter toutes les normes, par exemple, de pollution, d'emploi et tout le reste, ils feraient faillite. Ils seraient obligés de vendre leurs crevettes 10 $ la crevette au lieu de 10 cents. Je ne connais pas les prix, là, j'ai jamais mis les pieds chez Walmart. Je deviendrais dangereux. Parce que je vois toutes les implications, je les vois à travers le monde. Je vois les pollutions des mers d'Asie du Sud-Est, les pollutions des mers démersales. Les mers démersales, ce sont les mers littorales, par les effluves des élevages de crevettes. Vous savez, la crevette élevée dans les mangroves, les anciennes mangroves, ça génère des rendements impressionnants. Je ne sais plus combien de tonnes à l'hectare de crevettes qui se vendent comme des petits pains à travers la planète. Mais pour qu'on en arrive là, puis qu'on les vende pas cher, on externalise, on socialise les coûts. C'est-à-dire tous les coûts environnementaux de l'élevage de la crevette sont phénoménaux. Hein? C'est littéralement... Alors, moi, j'ai fait une étude avec des copains à l'Université de Singapour, justement, il y a 10-15 ans. On avait calculé que les crevettes qui se vendaient, les king prawn, là, vous savez, les grosses crevettes, je sais pas comment on les appelle ici, ça revenait à peu près à 10-15 cents selon les Walmart, les Costco, qui coupent les prix pour tuer tous les petits producteurs qui ne sont pas capables de suivre. Ça aurait dû se vendre 10 $.
les conséquences, les coûts environnementaux de l'élevage de la crevette, c'est 20 fois, 30 fois, 100 fois le prix de vente. Alors, comment est-ce qu'ils font? Bien, ils ne payent pas. Ils ne payent pas les coûts des dévastations environnementales. Il y a un pays dans le monde où les voitures sont vendues à leur vrai prix, puis il se trouve que je le connais très bien, c'est Singapour. J'y ai vécu au total 6-7 ans, j'ai fait mes études, j'y ai enseigné, j'y retourne tout le temps. Bon, je ne dirai pas combien de fois, parce que j'ai ma petite empreinte aussi environnementale avec les avions que j'emprunte, mais je n'ai pas le choix. Hein. Et c'est 5 fois. Une Honda Civic à Singapour, ça coûte 125 000 100 000 de taxes. C'est la gestion de la circulation la plus sophistiquée de la planète. Le réseau routier périurbain est le plus sophistiqué de la planète. Donc, les autos ont ce qu'elles veulent, hein, des bonnes routes, etc. Il y a des péages partout. Et surtout, à l'achat, le prix minimum, c'est 400 % du prix de vente. Les concessionnaires doivent charger. Alors, je reprends la Honda Civic parce que c'est un exemple assez classique. C'est une voiture qui est déclinée sous toutes les formes et sous tous les noms à travers la planète. Puis je sais que ça coûte à peu près 25 000 ici, là, avec les taxes. Bien, c'est 125 000 à Singapour. La Mercedes 240, elle coûte 250 000, 50 000 ici, etc. Parce que le gouvernement de Singapour, puis on ne peut pas le soupçonner d'être incompétent, vous savez, c'est un des pays les plus riches du monde à l'heure actuelle, là. Puis c'est le pays le moins corrompu de la planète et tout le bazar. Alors, c'est pas ça l'enjeu. C'est qu'ils ont calculé que, bon, ben, si vous voulez une voiture, nous, on doit avoir des externalités à couvrir, c'est-à-dire toute la pollution que vous créez, tant ici qu'ailleurs dans le monde, l'acier qui a été produit, le charbon qui a été produit avec le fer pour produire l'acier, il a entraîné de la pollution à l'échelle planétaire. Les entreprises ne les payent pas. Les minières ne payent pas les pollutions qu'elles créent. Les minières ne payent pas la dévastation environnementale. Ça, c'est très connu au Québec. Les grandes minières du monde qui ont fait la fortune des grandes minières du monde, qui sont en majorité des cas basés à Toronto, sièges sociaux de plus en plus à Toronto, quand ils ont fini d'un site charbonnier ou ferrugirène, elles l'abandonnent. Ça a perturbé les réseaux hydrauliques, les réseaux hydrologiques, pardon. Mais c'est pas eux, tant pis, que la société paye pour les coûts. Les sables bitumineux, j'aurais peut-être prendre cet exemple-là, mais c'est le plus extraordinaire de la planète. La dévastation environnementale, la pollution créée par la simple extraction du pétrole des sables bitumineux est phénoménale. Ça coûte des milliards à la planète. Mais il n'y a personne qui le paye. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce que vous mentionnez depuis tout à l'heure, c'est à quel point, justement, la géographie permet vraiment d'aborder tellement de sujets, tellement de questions auxquelles on peut penser à différentes échelles. Ça en fait un peu une espèce de... Le géographe, un spécialiste généraliste ou un généraliste spécialiste, mais qui doit connaître tellement de choses. Et d'ailleurs, bon, vous avez parlé un peu de Singapour et j'ai pas oublié que l'objet de notre activité conférence donc portait sur le sud-est asiatique. C'est sûr que j'aimerais vous entendre un peu plus, et je pense les étudiants aussi, sur ce livre. Sachant que ça va nous permettre justement d'aborder quelques sujets et on en a parlé auparavant, avant la conférence, à quel point, bon, c'est un exercice, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 50 pages où on doit parler un peu de la trajectoire d'une région qui comporte 11 pays, 11 États, à quel point c'est un exercice de synthèse qui est extrêmement, je vous dirais, douloureux, sachant qu'on aime les nuances, qu'on aime pouvoir justement donner des exemples. Donc, il a fallu faire un choix parmi les thèmes qui ont été abordés. Alors, si vous pouviez un peu peut-être développer justement là-dessus, de ces choix et un peu du livre en question. Oui, merci. Ça me prend toujours des balises, là. Ah non, mais je pense qu'on aurait continué à écouter. Je crois que je m'embarque trop, là. Mais d'ailleurs, vous m'aviez demandé comment j'avais abouti en Asie du Sud-Est. Alors, revenons-y. Quand je vous ai parlé de mon intérêt, l'association de ça entre le voyage et... après avoir fait mes études à Bordeaux, en fait, mes profs voulaient que je me lance en études africaines. Et quand je suis rentré à Laval, l'idée, c'était que je fasse ma thèse sur le Québec, puis ensuite, je retourne en Afrique faire mon doctorat. Surtout que j'avais vécu, enseigné en Ouganda, qui était un pays qui était très peu connu dans la francophonie. Oui, aussi, là, dans l'Afrique orientale.
entre le Congo, puis le Kenya et la Tanzanie, l'Afrique des Hauts-Plateaux, puis c'est un des plus fabuleux de la planète au plan de paysage. Là. Les volcans, les vallées, etc. Les Rwenzori, qui est la chaîne de montagne avec le Congo et l'Ouganda, c'est plus riche au plan écologique que ça, tu meurs. C'est pas battable, pas au plan des niches écologiques. Là. Bon, bref. Malgré cela, un cours que j'ai eu à Bordeaux sur le sud-est asiatique m'a fait virer ma cutie, je me suis intéressé, je me suis mis à lire sur le sud-est. Finalement, j'ai monté un projet de doctorat pour aller là-bas, faire mon doctorat. Puis donc, pendant que j'étais là, vous savez, puis moi, quand je passe du temps quelque part, je circule. En Ouganda, je me suis acheté une moto 2 jours après être arrivé, puis à chaque fin de semaine, à chaque semaine de congé, chaque vacances, je partais. J'ai fait en moto le Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, le sud du Soudan, Djouba, là, où ça barbe, là, avec le gouvernement central du Soudan. Bon, bref. Et puis à Singapour, même histoire. J'ai circulé dans la région. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, c'est ça la géographie que je veux. C'est cette région-ci, le sud-est asiatique. Alors que j'avais eu le coup de foudre pour l'Afrique orientale. Il y avait plusieurs facteurs, dont la richesse paysagère, ça c'est toujours impressionnant. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent au désert. Mon épouse est très fan des déserts. Parce qu'elle y voit des choses que moi, je ne vois pas. C'est moins évident, ça prend plus de finesse que je n'ai pas. Mais alors que le sud-est asiatique, les forêts, justement, le volcanisme qui est le plus actif du monde, en Indonésie et aux Philippines, la richesse culturelle, c'est peut-être ça qui est le plus important. Les langues, c'est sur le plan linguistique la région la plus complexe de la planète, je l'explique dans le petit livre. Et puis l'héritage chinois, l'héritage indien, l'héritage hindou, l'héritage musulman, l'héritage bouddhiste, l'héritage taoïste, l'héritage colonial britannique, français, néerlandais. Portugais. Tout le monde s'en est mêlé d'essayer de contrôler cette région-là, qui est pas un mot un peu éculé, un carrefour entre le monde chinois, le monde indien, le sud-est asiatique et là. Elle a donc été influencée par toutes ces civilisations-là. Et aujourd'hui encore, le passage maritime le plus important de la planète, c'est pas le canal de Suez ni le canal de Panama, c'est le détroit de Malacca, parce que c'est là que le plus gros trafic passe entre le monde européen et le monde est-asiatique, c'est-à-dire le littoral chinois, les grands ports de Singapour, premier port du monde, Shanghai et tout le bazar. C'est ça qui m'a... Donc, il y avait beaucoup de questions. Oui. Il se posait beaucoup de questions. Ma curiosité en a pris pour son rhume. Là. Il y en avait des choses. Il fallait que j'essaie de comprendre. Puis alors, ça a alimenté ce que j'appellerais ma gourmandise ou même ma boulimie pour la connaissance. Et puis, à me rendre compte, encore une fois, que je n'étais pas capable d'expliquer grand-chose. Mais je pense que si on n'a pas la curiosité puis la fierté de vouloir comprendre, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien m'étendre. Vous savez, souvent, quand on parle, vous devinez que les enjeux environnementaux, je m'en préoccupe beaucoup, plus que vous l'avez mentionné, je ne vous fais pas le reproche, là, mais j'ai beaucoup écrit sur les problèmes de la relation entre la déforestation puis le type d'agriculture qui se pratique de plus en plus dans le monde, où on dit tout le temps, vous savez, il n'y a pas assez de production agricole dans le monde, on va crever de faim, il faut produire plus, il faut accroître les rendements, il faut employer les OGM qui permettent d'accroître les rendements, il faut donc employer beaucoup plus de pesticides, d'insecticides et tout le bazar. C'est incontournable, on n'a pas de solution. Il faut couper des forêts en Amazonie pour étendre l'élevage, pour fournir les Américains en hamburgers. Ils en mangent juste 3 par jour. Il faut leur en fournir 4, etc., etc. Bon. Alors que tout ça, c'est faux. Ça repose sur le mensonge. L'agriculture mondiale actuelle produit de quoi nourrir 10 milliards d'habitants. Vous savez qu'on n'est pas 10 milliards. On est à peu près 7,7 à l'heure actuelle. Puis on n'y atteindra jamais 10 milliards. Parce qu'il va y avoir... plein d'affaires, comme le coronavirus, etc., qui vont faire un gros ménage à la population de la planète. Excusez-moi, là, je deviens cynique parfois, je fais des raccourcis. Mais donc, l'agriculture, on lui fait des commandes. C'est comme le pétrole. Vous savez, on dit tout le temps, il faut continuer à produire du pétrole, il faut étendre les sables bitumineux, il faut continuer à forer au large de la Californie. Hein? Trump a autorisé le forage au large de la Californie dès qu'il est arrivé au pouvoir. Tu sais, les escrocs, ils fonctionnent vite. Hein? Puis ils changent tout. Très vite. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils changent tout de les législations. Et justement, les réglementations des multinationales, Trump, il se débarrasse de ça. Bon, alors ce que je disais, c'est que pour comprendre ces histoires-là, pour moi, le sud-est asiatique était fantastique. Parce que, encore là, à l'heure où je vous parle,
Vous savez très bien que le bras de fer le plus important à l'échelle planétaire à l'heure actuelle, puis ça va durer, c'est entre la Chine et les États-Unis. OK? Puis le lieu d'expérimentation de la pression et du pouvoir chinois, c'est le sud-est asiatique. Je en parle un petit peu dans la conclusion. Mais en passant, oui. Ça, c'est un petit livre de 50 pages. Ça, c'est la 4e édition de mon... Il n'y en avait pas une 5e, non? Non, c'est ça. Ça, c'est celle-là. La 4e édition, d'accord. Okay. J'ai fait ça après avoir fait ça, en fait. C'est pour ça que j'en parle pas. C'est-à-dire, je parle de la 2e ou de la 3e. Non, vous devinez, le sud-est asiatique, je m'étais promis que j'en parlerais plus après, quand j'ai pris ma retraite, mais c'est difficile de m'arrêter. Et donc, je reviens, c'est parce que cette région-là m'apparaissait comme un objet d'analyse géographique particulièrement exceptionnel. Et puis, où j'en avais pour mon appétit, comme je me répète un peu là. Et aussi, parce qu'il y avait des enjeux, sociaux. Une des choses qui m'a beaucoup frappé quand je suis allé enseigner en Ouganda, j'avais 19 ans, en 1962, vous voyez comme je suis vieux, là, je suis né en 1943, c'était la pauvreté. La pauvreté paysanne, les campagnes d'Afrique, là, en Tanzanie, en Ouganda aussi, qui était très pauvre à l'époque. J'étais là l'année de l'indépendance. Vous savez, les grandes années d'indépendance en Afrique, c'est 60, 61, 62, moi j'étais là 62, 63. Et la pauvreté. Je ne sais pas si moi, ça me choque toujours, moi. Je demeure au centre-ville de Montréal, puis tous les jours, je croise des itinérants, puis ça me fait le cœur. Moi, j'essaie de comprendre, puis je lis sur les Inuits. Je lis beaucoup sur les Inuits, hein, je n'en parle pas parce que je connais pas assez ça, mais... Et donc, ça m'avait préoccupé, ça, en Afrique, cette pauvreté. Quand je suis arrivé en Asie du Sud-Est, je suis tombé dans une région où les gouvernements avaient tous plus ou moins un retardement. C'était très actif à ce moment-là à Singapour. En Malaisie, ça commençait à avoir comme objectif d'éradiquer la pauvreté. Alors ça m'a séduit. Et notamment par l'agriculture. On s'attaque à l'agriculture paysanne, en ce sens qu'on regarde pourquoi les paysans sont pauvres, pourquoi produisent-ils autant de nourriture puis ils ne mangent pas à leur faim. C'est paradoxal, c'est un paradoxe classique en Afrique. Moi, j'enseignais à des Africains, 240 étudiants, je me rappelle. Je pourrais quasiment tous les nommer encore. Je me suis fait plein d'amis parce que j'enseignais, j'étais très sportif, alors je m'occupais aussi des sports. Et puis, je voyais souvent des milieux dont ils provenaient. Il y en a qui venaient de familles qui vivaient dans des huttes. Hein? Bon, c'est drôle, là, moi, ça m'impressionne. Puis je voyais l'importance de l'éducation. Puis au cas où ça ne paraisse pas, j'y crois à l'éducation. Hein? C'est la seule façon de s'en sortir. C'est de mettre le paquet sur l'éducation. Les sociétés qui s'en sortent sont celles qui mettent le paquet sur l'éducation, qui valorisent l'éducation à tous les niveaux. L'éducation familiale, la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, qui est une chose de plus en plus reniée dans nos sociétés. L'éducation de mes petits-enfants. Vous savez, le plaisir que j'ai à aller chercher mon petit-fils... avec lui, il a 6 ans, là, marcher avec lui, puis toutes les questions qu'il me pose, j'adore. L'éducation familiale, primaire, secondaire, collégiale, la vôtre, puis universitaire. Il faut que ça soit une priorité dans tous les... Et puis, vous regardez la Finlande, regardez la Suède, regardez le Danemark, etc. Les pays les plus avancés, c'est de l'éducation. Ils ont mis le paquet sur l'éducation. Singapour, c'est le pays, donc, je répète, quand j'ai été étudié là, moi, c'était un pays du tiers-monde, vraiment un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, c'est mieux d'avoir de l'argent dans vos poches quand vous y allez, parce que c'est le pays rendu le pays le plus cher de la planète. Mais pas juste ça. Il y a les politiques sociales, etc. Je ne veux pas me lancer sur Singapour. C'est un cas très spécial. Donc, un gouvernement assez autoritaire, mais pas répressif, qui a tranquillement laissé de la bride sur les revendications sociales et qui a livré la marchandise, notamment, comme je vous ai dit, en pratiquant des prix justes. Notamment le prix des bagnoles. En passant, le résultat, c'est qu'il y a une personne sur 6 qui a une voiture à Singapour. Au lieu qu'ici, c'est 4 sur 5. Il y a 6 millions de bagnoles au Québec. Une aberration, quoi. Bon. Mais c'est une aberration qui prévaut à l'échelle de la planète, sauf des exceptions de cas de pays qui ont compris. Ils ont compris que les citoyens d'un pays ne doivent pas être les voitures. Ici, on est rendu, c'est ça. Le premier citoyen à Montréal, c'est la voiture. C'est pas les piétons. Hein? Les rues sont dégagées, les trottoirs ne le sont pas. Oui, mais il faut bien. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne dégage pas les trottoirs avant de dégager les rues? Moi, c'est une question très simple. Moi, je m'attends un jour à avoir une soucoupe se poser sur un parking puis aller frapper sur
la calandre de la voiture, là, le grillage, là, puis dire amenez-moi à votre chef, amenez-moi à votre leader. Il ne va pas aller voir un piéton, là. Il va aller voir un char. Il va lui demander, le chef, votre société à vous, là, votre société, elle est dominée par les voitures. Ce qui domine dans le paysage, ce sont les voitures. Les villes sont aménagées pour les voitures, à un point tel que les quartiers résidentiels sont sans trottoir. Puis c'est quoi, là? Pensez-y. C'est aberrant, ça. Ça devrait être interdit par la loi. Une municipalité qui ne fait pas de trottoir, elle devrait perdre le financement du ministère des Affaires municipales. Pour moi, c'est automatique, c'est clair, c'est évident. Puis en même temps, dire on est contre les changements climatiques, on est pour la lutte contre les changements climatiques. Puis en même temps, on finance l'expansion urbaine, le règne de la voiture, etc. Je vous dis, moi, les extraterrestres qui vont arriver ici, ils vont s'adresser aux bagnoles. Les bagnoles intelligentes, elles vont devenir intelligentes. Oui, elles vont devenir intelligentes. Mais les transports en commun sont hyper développés à Singapour. Ils ont mis aussi le paquet beaucoup là-dessus. Oui, j'aurais dû dire ça. Le parallèle, c'est que justement, la voiture n'est pas indispensable. D'ailleurs, on a prévu au début, quand on s'est mis à faire ça, à légiférer la circulation et tout, il y a des bornes hein, partout dans les quartiers centraux où si vous passez en dessous d'une borne, paf, elle vous pique de l'argent sur ce que vous devez avoir sur votre carte qui est là. C'est très, très avancé au plan électronique, Singapour. De l'intelligence artificielle, justement. Mais on a compris qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Et le choix a été fait. Il y a un peu trop de voitures déjà, là. C'est beaucoup, ça, 300 000 bagnoles pour une ville de 5 millions d'habitants. À Montréal, il y a 5 fois ça en journée. C'est déjà complètement... Montréal a perdu le contrôle de ses rues pendant l'hiver, vous le savez très bien, si vous fréquentez le centre-ville. Donc, à Singapour, on a mis énormément d'argent dans les transports publics, les métros, le métro, les trains de banlieue, etc., les réseaux d'autobus, tout fonctionne en pendulaire puis en articulation avec des centrales, un peu comme ici, mais de façon encore plus impressionnante. À point tel que, bon, ben, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture de 125 000 parce que vous n'en gagnez que 50 000 par année, bien, je vais voir qu'ici, ça n'empêche pas les gens de le faire quand même, parce qu'on leur donne du crédit pour qu'ils s'endettent jusque-là pour le restant de leur jour. Mais ça, c'est une autre logique. À Singapour, on l'a compris. De ce point de vue-là, Singapour est un véritable modèle. Les expériences sociales qui ont été mises là, le paquet sur l'éducation, c'est devenu un des grands centres d'éducation dans le monde. Singapour, l'université où j'étais, qui était une bonne université, mais bon, sans plus, c'est rendu une des 10 plus grandes de la planète, des plus influentes, etc. Il y a plein de monde, plein d'Asiatiques qui viennent faire leurs études supérieures à Singapour. Il y a des choix à faire dans une société. Singapour, justement, quand j'étais là, j'étais indépendant seulement depuis 2 ans, depuis 65, une cité-État, avait décidé de mettre le paquet sur l'éducation. C'est là-dessus qu'ils ont d'abord investi. Donc, le résultat, c'est qu'ils ont pu se débarrasser des multinationales, ils ont pu se débarrasser des consultants internationaux. Singapour, c'est l'État le plus consulté de la planète. La Chine consulte, les villes chinoises, les villes indiennes. C'est un petit marché, n'est-ce pas? L'Inde et la Chine, ce sont les spécialistes du port. Les gestionnaires du port de Singapour sont impliqués dans une 60aine de ports à travers le monde. C'est eux qui mettent en place les ports. Montréal, je ne sais pas s'ils l'ont fait encore, mais il y aurait intérêt à le faire. Bon, je suis encore parti de... Je reviens donc sur le message essentiel, c'est qu'il y a quand même moyen d'essayer de comprendre. Vous savez, quand on dit changement climatique, il n'y a rien à faire. Moi, je l'entends souvent, ça. Oh, Rodolphe, il n'y a pas moyen, regarde ça. L'économie boursière est derrière tout ça, puis c'est vrai. Je ne me lance pas sur ce que c'est que l'économie boursière. Mais l'économie sociale, ça existe. La prise de conscience, ça existe. C'est fatigant, hein? C'est fatigant d'essayer de suivre de près. Puis, on pourrait dire, bon, tant pis, moi, en particulier, je vais crever d'ici quelques années, là, genre, à l'âge que j'ai. Bon, tant pis, je ne serai pas là quand les enfants vont être des robots, ils vont être obligés de se faufiler à travers une planète où il n'y aura plus d'arbres. Je ne sais pas comment ils vont vivre, là. Mais non, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de décrocher. Alors, si moi, je ne suis pas capable de décrocher, comment ça fait que des gens de 20 ans, 25 ans décrochent? Ils disent, moi, je ne peux rien faire. C'est pas vrai. Il y a moyen de dire, par exemple, là, que les OGM, c'est une fumisterie. OK? Il faut comprendre comment ça fonctionne, puis il faut expliquer les monopoles. Il faut comprendre que la bagnole familiale s'est dépassée depuis des décennies. Imaginez, là, 2 ou 3 voitures par famille. Sauf qu'il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer que l'étalement urbain, tel qu'on le pratique ici au Québec, tel qu'on le pratique à Québec en particulier, c'est un non-sens pour tout le monde. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Il faut débattre. Si vous prenez si se battre vous fait peur, il faut débattre.
avec les vendeurs de morts. Hein? Ceux qui veulent vendre un troisième lien à Québec, ce sont des vendeurs de morts. Je ne mâche pas mes mots, puis je suis prêt à le répéter en débat public. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. On déshumanise, on rend la voiture premier citoyen, puis elle ne paye même pas de taxes, les voitures. Singapour, elles en payent. Ah bon? C'est-à-dire... Ah oui, OK, d'accord. Ah, oui. Ah oui, puis à chaque année, il faut payer pour un Certificate of Entitlement. À chaque année, il faut aller aux enchères pour obtenir un certificat. C'est trop... Si je me lance là-dedans, ça prend une demi-heure pour bien expliquer comment Singapour gère son parc automobile. Je ne me le permets pas, mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont compris à quel point la voiture, bon, c'est un outil, bon, tout le monde... Même moi, ça m'arrive au volant des voitures que je loue, parce que je n'ai pas, de dire, hey, on est libre, on peut aller à Québec. Je vais à Québec très vite avec ça. Bon, mais quand j'ai réfléchi, je commence à me demander si je ne vais pas me mettre à le faire en vélo. Parce que ça, franchement, je me donne du temps pour faire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de choses auxquelles on est contraint de pratiquer, qu'on considère comme incontournables, et qui en fait le sont. Si on analyse toutes les implications, et si on analyse, bien sûr, les solutions. Puis les solutions, pour moi, elles passent d'abord par un partage de la compréhension. Imposer des taxes comme à Singapour. Hein? Imposer des... Si la population n'a pas compris, si on n'a pas expliqué à la population pourquoi il faut que les voitures coûtent ce prix. Pourquoi est-ce que la nourriture coûte si cher à Singapour? Parce qu'elle est largement importée, vous le devinez, c'est une cité-État. Il n'y a pas beaucoup de terres agricoles. Toutes les paysanneries que j'ai étudiées à l'époque, ils sont plus là. Si on fait comprendre, bien, les gens disent oui, c'est vrai, on a raison. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on paye pour l'impact environnemental de notre occupation de la planète. Vous savez, la géographie, c'est la philosophie de la Terre habitée. Puis si on n'a pas une philosophie de la Terre habitée, si on ne comprend pas comment et pourquoi on habite la Terre, bien, on rate le bateau. Voilà. Puis moi, je dis que les géographes sont capables de ne pas le rater. Ils sont capables de rester au cœur de l'action, de la compréhension, et bien sûr, de la... Pour un petit vieux comme moi, il faut changer le monde, c'est clair, il faut le changer. Mais il faut le changer d'une façon scientifique, d'une façon raisonnée. Si 60 % de la population du Québec est convaincue, ou 55 ça suffit, quoi qu'en dise Stéphane Dion, 55 % de la population du Québec est convaincue que, par exemple, la taxe carbone, elle doit rester, elle doit être augmentée, elle doit être plus élevée qu'elle ne l'est, par exemple. Que la possession d'une automobile doit être beaucoup plus taxée. Que les municipalités doivent investir dans le transport collectif. Allez parler de ça à Drummondville. Il y a un maire, justement, qui essaye, mais c'est une ville de l'auto, Drummondville. Moi, je me rappelais d'aller faire une conférence au cégep du nom, là, à Drummondville, il y a quelques années. J'avais été complètement impressionné. Là. Traverser le parking autour de ce cégep-là, c'était une aventure. Il y avait des bagnoles, il y a longtemps, il y a 20 ans. J'avais jamais vu autant de bagnoles sur un parking d'une institution. Puis c'était pas une usine, c'était un cégep. Les étudiants venaient tous au cégep en bagnole, m'avait-on dit. Alors, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu de prof leur expliquer que ça n'allait pas, ça, cette histoire-là. Là. Il fallait qu'ils militent pour que leur ville fournisse des transports collectifs. En d'autres mots, l'indifférence, l'abandon sont la recette pour la catastrophe. Que vous ne vivrez même pas vous-même. C'est pas demain que tout va s'effondrer. C'est déjà commencé, vous le savez bien. La biodiversité est en déclin partout dans le monde, etc. La malbouffe est en croissance partout dans le monde, y compris en Chine. L'obésité qui n'existait pas à l'horizon. J'ai enseigné en Chine pendant un trimestre en 1983, mon cours de carte du monde. Pas vu quelqu'un qui avait le moindre embonpoint, puis j'ai circulé beaucoup, comme je fais d'habitude. J'ai fait plein de vélos. Mais là, en Chine, les baleines, il y en a partout. Oui. C'est lié à la suralimentation. Mais c'est pas génétique, c'est pas vrai. Ça. Je dis pas que ça n'existe pas, là. Il y a l'éducation. C'est l'éducation, la famille, etc. Mais ça, c'est rendu un problème planétaire, que celui de la malbouffe et de la suralimentation, qui est, bien sûr, poussée par les multinationales. Walmart, pas Walmart. McDo et compagnie poussent à l'embauche. Ils élèvent le monde comme ils élèvent le bétail. Pas de choix. Vous mangez des choses grasses, salées, sucrées, puis on est capable de vous les vendre, puis on vous les vend pas cher. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Et pour essayer de remettre cela en question, morceau par morceau,
il faut s'intéresser, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment un monstre, un escroc de première classe peut diriger le pays le plus puissant de la planète. C'est parce qu'aux États-Unis, l'éducation régresse. Les États-Unis ont les meilleures universités au monde, elles en ont besoin pour la recherche, pour les brevets et tout le bazar. Mais l'éducation américaine, elle est pourrie. Les pires universités au monde sont aux États-Unis. Les gens les moins éduqués du monde industriel, j'espère que vous le savez, ce sont les Américains. Le taux d'analphabétisme est plus élevé aux États-Unis qu'il ne l'est dans tous les pays européens, qu'au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, etc. Corée du Sud, bien sûr, où on a mis le paquet en passant sur l'éducation. Encore une fois, oui. Mais au niveau de l'Asie du Sud-Est, les trajectoires, parce qu'évidemment, on voit bien qu'avec Singapour, c'est un peu une espèce d'exception, de modèle un peu particulier. Quand on regarde les autres États qui ont suivi des parcours un peu peut-être différents, tout dépendamment des régimes politiques mis en place, du type d'économie privilégiée, bon, du temps passé, difficile d'en faire un portrait, disons, homogène. Au contraire, il faut découper. Et donc, en ce sens, bon, parce que vous aviez commencé à aborder la question de l'agriculture, puis il y avait un élément que j'avais retenu. Bon, vous n'avez pas encore lu le livre, mais grosso modo, on parle justement de stratégies qui ont été mises en place de répartir un peu la population, donc d'occupation du territoire. Comprendre par là qu'à la base, les populations se sont surtout concentrées dans les régions où les terres sont les plus fertiles, donc souvent les vallées, vallées fluviales, pardon, etc. Donc, il y avait plusieurs objectifs qui étaient derrière cette stratégie de redistribution de la population, notamment, et je reprends vos mots, là, je vais mettre les guillemets, mais c'était de domestiquer les populations, ou en fait les ethnies minoritaires qu'on retrouvait plutôt dans les régions périphériques et montagneuses. Exactement, mais ce que je me demandais, c'est que vous aviez mentionné peut-être des exemples où ça avait plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'il y a eu des exemples plutôt pour montrer qu'il y a eu de résistance, qu'il y a eu peut-être certaines oppositions, ou en fait, je pense pas que les minorités se sont toutes laissées un peu... Oh non, bien sûr. Non, vous avez absolument raison de soulever cela. Mais vous devinez encore une fois que dans 50 pages, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Même là, j'en parle un peu plus, mais... Bon, moi, ce que j'essaie de communiquer, sauf à ceux qui veulent vraiment avoir l'ethnographie de ce processus-là, c'est que l'État a pris en charge la résolution de ce qu'on pourrait appeler le problème agraire, le problème social, économique, de la pauvreté dans les campagnes. Et pour ce faire, il y a eu diverses politiques d'implication, par exemple, dans la distribution et dans l'éducation des paysans, à l'agriculture moderne. Et donc à l'éducation, l'explication de comment il faut qu'ils utilisent les engrais, les pesticides, les insecticides pour avoir 2 récoltes de riz par année au lieu d'une. Je prends le cas du riz parce que c'est la région du monde où le riz est le plus proportionnellement cultivé, c'est le sud-est asiatique, plus qu'en Chine, plus qu'en Inde, etc. Les grands bouffeurs de riz, ce sont les sud-est asiatiques, notamment les Vietnamiens. Et donc... ce faisant, ils en ont profité aussi pour accroître le territoire agricole, donc l'expansion de l'agriculture. Dans ce cas-là, la proportion des terres cultivées a crû de façon très, très marquée. Tantôt, les cas les plus spectaculaires, c'est l'Indonésie, vous savez, le pays musulman le plus peuplé de la planète, de 275 millions d'habitants, là où on se parle, sinon un peu plus, donc 87% sont musulmans, et le Vietnam. Là, on a vraiment conquis les marges. On est allé implanter des paysans dans des régions forestières où, par hasard, il y avait des minorités ethniques. Donc, les minorités ethniques ont été bouleversées. Je ne pas le mot, là, mais je le laisse entendre. On l'a un peu comme il s'est pratiqué au Québec et puis au Canada. C'est encore un enjeu fondamental. La façon dont notre économie énergétique a beaucoup empiété sur le territoire des peuples, Inuits, etc. Pas tellement les Inuits, mais pour ce qui est de l'hydroélectricité. Mais ça, c'est un principe... bon, c'est nuancé, ça dépend des pays. Il y a des pays où on a mieux négocié, on s'est bien entendu avec les minorités pour qu'elles soient impliquées dans cette nouvelle colonisation agricole, dans cette expansion des cultures, notamment le café au Vietnam, qui est devenu un des très gros... deuxième producteur du monde après le Brésil, alors qu'il fait le 5e de la taille du Brésil, ou peut-être un peu plus, mais enfin...
Non, c'est ça. 5 à peu près de la taille du Brésil. Exportateur de café, mais les minorités ethniques ont été impliquées de plus en plus dans cette croissance. En Indonésie, où là, on parle de millions d'hectares de forêts qui ont été rasées pour le bénéfice de l'industrie forestière, évidemment, on n'a pas fait ça, on n'a pas mis une allumette, là. On met ça de temps en temps quand on veut aller plus vite. Ça a permis de déplacer des colons javanais de l'île de Java, un des lieux les plus peuplés de la planète, 1100 habitants au kilomètre carré. C'est l'un des lieux les plus fabuleux du monde. L'île de Java, là, il y a bien des endroits dans le monde dont on ne revient pas, là. Mais Java, pour moi, c'est le summum. 1100 habitants au kilomètre carré, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme chiffre. Là, disons, la France, à 120. La France, c'est quand même une bonne densité. L'Europe, en moyenne, c'est 120 km². Ici, c'est 6. Bon, alors, 1100. Il y a du monde partout, quoi. Et donc, on a déplacé des millions de paysans javanais vers les zones périphériques d'Indonésie, dans des régions qui ont été déboisées pour la culture. Bon, le résultat, c'est que ça a été très utile à l'agriculture, notamment à l'agriculture marchande, mais ça a aussi impliqué les petites familles paysannes, parce que cette production-là a d'abord été celle de petits paysans, auxquels on donnait, mettons, 4 hectares d'EVA pour le caoutchouc, là, 4 hectares de palmier à huile pour l'huile de palme, qui est devenue l'huile de très loin, la plus utilisée dans le monde au plan alimentaire, au plan cosmétique. Vous savez, on tire toutes sortes de produits de l'huile de palme. Ça aussi, c'est un sujet, bon, sur lequel on pourrait s'étendre. Donc, l'éducation comme cible privilégiée ou programme privilégié et résolution des problèmes agricoles, agraires, sociaux, économiques par une implication directe de l'État qui finance, s'il faut à perte, avec l'aide de la Banque mondiale dans le cas de la Malaisie, la sortie de la pauvreté des paysanneries. La Chine a fait la même chose en passant, là, avec Deng Xiaoping à partir de 1978. Quand je suis allé enseigner en 1983, là, j'ai justement eu l'occasion, j'avais accepté de l'invitation que j'avais eue, j'avais exigé qu'on me laisse faire des enquêtes dans des villages, sinon je n'y allais pas. Je suis allé, puis sur place, ils ont essayé de me dissuader en me disant que ça allait être compliqué que je circule dans les campagnes, que ça allait me prendre un chauffeur. Je ne voulais pas de chauffeur. Ils s'en ont pris un cycliste comme moi. Puis on allait en vélo dans les villages toutes les fins de semaine, parce que j'enseignais la semaine, pour que je comprenne ce qui était en train de se passer, à savoir que la Chine, à ce moment-là, a libéré l'agriculture. C'est-à-dire, on s'est débarrassé des communes populaires, vous savez, les grands espaces collectifs, là, on a réhabilité l'accès direct à la terre des petits paysans pour qu'ils investissent dans leurs parcelles, qu'ils produisent plus. Ça a permis, littéralement, en France, en Chine, en l'espace de 2 décennies, de faire disparaître pratiquement la pauvreté. La pauvreté relative reste. Il y a encore plus de prospérité dans les villes que dans les campagnes, mais la misère, la sous-alimentation, c'est fini en Chine. Sauf parmi certaines minorités ethniques, dont celles qui se font bardasser par l'État, les Ouïghours, là, dans le nord-ouest. Ouais. Mais donc, résolution d'un problème fondamental partout en refusant que les multinationales occidentales s'en mêlent. Ça, il faut toujours dire. Regardez l'Afrique. L'Afrique a fait l'objet de ce qu'on a appelé les ajustements structurels dans les années 80-90. On a cassé le dos à la production agricole africaine presque partout. Parce qu'on a dit aux États, OK, on vous prête un petit 100 millions pour votre système d'éducation, mais il faut que vous le privatisiez. Et surtout, vous laissez nos entreprises investir dans les secteurs qui les intéressent, comme par exemple l'agriculture. Alors, il y a des cas, là aussi, je ne veux pas m'étendre, mais nombreux, dont l'Ouganda, qui, en passant, à l'époque où j'y étais, était quand même, avait au moins une pièce majeure pour négocier. C'était un gros producteur agricole, un gros exportateur de café, notamment, et de thé, et de coton. Aujourd'hui, puis c'était un pays qui était presque à peu près autosuffisant au plan alimentaire. Le bilan agroéconomique était positif. On exportait plus qu'on importait en valeur. Aujourd'hui, c'est un pays complètement dépendant des importations parce qu'on a laissé les entreprises internationales venir sur le marché et vendre à moindre prix. L'exemple classique, c'est Haïti. J'espère que vous connaissez le cas d'Haïti. Si vous vous intéressez, vous allez comprendre le phénomène de la présence abondante d'Haïtiens ici, il faut savoir ce qui s'est passé dans l'agriculture haïtienne. Bon, très rapidement. Les Américains, à un moment donné, quand Haïti était mal pris,
dit, OK, on vous prête de l'argent pour vous en sortir, la somme importe peu, à condition que vous ouvriez vos marchés agricoles. Hein? Les Américains, vous savez, enfin, non, je ne veux pas de jugement moral. Les Américains ont dit, OK, on va vous laisser prendre notre argent, mais vous allez nous laisser entrer. Les Américains ont toujours eu un surplus risicole. Ils ne sont pas bouffeurs de riz, les Américains, hein? Très peu. Mais ils en produisent proportionnellement beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la production de maïs et de blé, mais ils produisent du riz. Ils ont toujours besoin de le vendre. Haïti, mangeur de riz. Les Haïtiens étaient des mangeurs de riz. Ils produisaient tout le riz dont ils avaient besoin. Mais les Américains produisaient le riz à bien moindre coût, parce que c'était produit sur des grandes surfaces, dans le Mississippi, la Louisiane, etc. Donc des États qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de vendre le riz. Alors l'État américain a fait plaisir à ses électeurs, noirs en particulier, c'est toujours important, il faut flatter tout le monde. Beaucoup de ces agriculteurs-là, des travailleurs dans l'agriculture risicole américaine, ce sont des Noirs. On vendait le riz à perte. En l'espace de 10 ans, ça a tué la riziculture haïtienne. Haïti, totalement dépendant maintenant des importations de céréales extérieures, y compris le riz américain. Bon. Et donc, ça les a amenés à essayer de cultiver autre chose, puis aller sur les plateaux, puis déboiser. Un des pays les plus déboisés de la planète, c'est Haïti. 5 de forêt, alors qu'il restait à peu près 80 de forêt quand j'étais étudiant, dans les années 60. Juste pour vous dire, il nous reste 2 minutes. Mais avec tant encore de choses à dire, peut-être, je ne sais pas... Non, mais il y a des questions aussi. Ou on peut passer en effet peut-être aux questions, si vous le souhaitez. Je pense que vous avez vu qu'il y aura possibilité d'y répondre assez facilement. Je pense qu'il y a une connaissance, une culture générale et des enjeux qui devraient permettre... Alors, ne vous gênez pas, le micro est ici à ma droite, à votre gauche. Si vous voulez juste peut-être vous lever pour que tout le monde puisse vous entendre. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. En tenant compte du phénomène réchauffement climatique, comment voyez-vous l'Asie du Sud-Est dans 10 ans? La géopolitique a-t-elle un impact sur le fonctionnement de l'Asie du Sud-Est? C'est 2 questions. Oui. Merci. C'est une bonne question. Vous avez combien de temps, là? La première. En effet, les changements climatiques vont avoir des effets, et ils commencent déjà à en avoir dans l'ensemble de la région, notamment sur les feux de forêt, notamment sur les typhons. J'en parle dans un petit livre. La fréquence des typhons, c'est démontré. Les typhons de force majeure, vous connaissez un peu ça, la classe 4, classe 5, c'est les super typhoons, les super typhons. Dans le Pacifique, depuis 20 ans, la fréquence a doublé. Oui, au lieu, je ne sais plus, aux Philippines, qui est le pays le plus frappé par les typhons, vous voyez aussi, c'est en avant-poste, une espèce de frontière en face du Pacifique, a doublé, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 par année, il y en a une dizaine. Puis les super typhons, c'est pas des blagues, là. On ne connaît pas ça ici. Il y en a tous les 20 ans, 30 ans. Là-bas, c'est 10 par année. Comme Katrina en étant un super typhon. Donc, il y en a. Donc, il faut que les pays s'adaptent. Les feux de forêt, il y en a de plus en plus parce que le climat est de plus en plus incertain. Et la gestion d'expansion de l'agriculture, justement, la mise à feu des forêts, la pratique de l'agriculture itinérante, c'est-à-dire l'agriculture traditionnelle des minorités ethniques, est de plus en plus précaire parce qu'on génère des feux de forêt de plus en plus incontrôlables. Bon, alors, ne serait-ce que sur ce plan-là, ma réponse, oui. Donc, les États doivent commencer, par exemple, de plus en plus à être capables de prévoir la frappe des typhons, de plus en plus à s'assurer que les populations ne s'installent pas sur les flancs des volcans, trop proches de la culasse, de la bouche de feu. Ça, c'est concret, ça. À Java, il y a des volcans magnifiques. C'est beau, un volcan, mais bon, on sent que quand ça pète, c'est quelque chose. Vous savez, c'est une des 2 terres les plus frappées. C'est la terre la plus frappée après du sol, puis beaucoup plus que du sol. Donc, oui, et c'est ce que j'appelle les fureurs de la Terre. Il y a certaines fureurs de la Terre qui sont inévitables. Une éruption volcanique, ça ne s'arrête pas. Mais on peut aménager le territoire en conséquence. La montée des eaux, bien sûr, ça c'est une question fondamentale. Le pays le plus menacé, c'est justement Singapour.
Mais Singapour a mis en place toutes les techniques nécessaires pour gérer ça, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, je vais vous endormir. C'est très, très technique. C'est là. Mais oui, alors, il y a une conscience, et ça vient par l'éducation. Si une population n'est pas éduquée au fait que les volcans, c'est pas le bon lieu qui gère ça, là. C'est pas en priant à Allah, dans ce cas-là, peu importe, que vous allez arrêter. C'est en tenant compte des données scientifiques que nous avons sur les probabilités volcaniques. Puis ça, en général, dans le monde, on est assez versé là-dedans. La sismicité est assez forte sur le plan prévisionnel. Elle n'est pas parfaite. On sait, par exemple, que le Big One qui est arrivé à l'arc de Sumatra en 2004, décembre 2004, pas longtemps après Katrina, bon, les chances que ça revienne existent, mais c'est bon, c'est pas très élevé. Les chances que la grande vallée de San Joaquin aux États-Unis, en Californie, finissent par sauter, les probabilités sont bien plus grandes. Mais ça, c'est typique des Américains, ils s'en fichent. La Californie, vous savez, c'est un pays extraordinaire. En passant, ça vaut la visite, encore aujourd'hui. C'est un pays extraordinaire, ça, vous savez ce que c'est aussi aux États-Unis. C'est le plus riche, le plus peuplé, etc. L'industrie militaire est basée là. L'élevage est très prospère encore en Californie. Les cultures maraîchères, la viticulture et tout le bas. Et donc, c'est une question de volonté politique. Et Singapour, par exemple, ils ont bien compris, eux, ils sont à peu près à 1 mètre, 1,50 m au-dessus du niveau de la mer, d'autant plus que le territoire singapourien est de plus en plus conquis sur la mer, non pas par polymérisation, mais par remblaiement. Hein? On pousse de la terre, on en importe de plus en plus, parce qu'il n'y a pratiquement plus de collines à Singapour, on les a tout arasées pour conquérir du territoire, pour l'expansion de la ville. Tout l'étalement urbain, c'est l'expansion sur la mer. Et bon, ben ça donne des terres qui sont à 1 mètre au-dessus du 1 mètre, 1,50 m. Et donc, on a prévu un système de digue, un système de gestion de l'eau, de réévacuation de l'eau en cas de montée des eaux. Oui, alors, la deuxième question? La géopolitique. Bien sûr, là, lisez le dernier chapitre de ça. Tout à fait. Oui, bien sûr, pour une raison évidente. La Chine, rappelez-vous ce que j'ai dit. La grande compétition à l'heure actuelle sur tous les plans, puis on en est tous témoins, on en est tous affectés. C'est celle entre la Chine et les États-Unis. Et la Chine est expansionniste, bien sûr. La Chine impose ses bases militaires dans plusieurs des archipels du sud-est asiatique, les îles Spratly notamment. Paracel, oui. Au détriment des pays qui en principe les possèdent, le Vietnam, la Malaisie, la Malaisie. Alors, il y a des gros enjeux sur ce plan-là, et bien sûr, une politique centrale dans la compréhension. Et puis, moi-même, quand j'ai le temps, là, j'explique la division par la géopolitique. Ce que je peux l'expliquer par l'agriculture, par autre chose, je considère que fondamentalement, du point de vue de ce que les Sud-Est asiatiques eux-mêmes peuvent réaliser, c'est une meilleure gestion de leur agriculture. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. On mène peut-être un peu plus de parler vers... Excusez-moi. Sans oublier pour la Chine. Vous voyez, monsieur, vous auriez dû me faire signe de là-bas, j'aurais compris. Sans oublier pour la Chine aussi la Belt and Road Initiative. Donc, c'est une autre façon d'étendre son influence, notamment dans tout ce qui est projet en Asie du Sud-Est. Oui, puis d'ailleurs, en passant, la Chine est au Sud-Est asiatique, ce que les États-Unis sont au Canada. Ils sont obligés de tenir compte de ce voisin encombrant, puissant, premier marchand, premier investisseur, etc. Et une des choses que je m'excuse, je reviens toujours à la petite République de Singapour, a bien compris, une des choses que Singapour a bien compris, c'est la nécessité d'interagir avec la Chine, pas de subir la Chine. Et donc, Singapour est un consultant majeur. Singapour fonctionne beaucoup sur la base de régie. Hein? Régie d'État comme Hydro. Hydro a un mandat de garder le coût de l'électricité bas, puis contrairement à ce que bien les gens disent, ils sont bas au Québec, le coût de l'électricité. Mais aussi de générer des profits pour alimenter l'État. Et c'est ce qu'elle fait. Hydro, elle va chercher des contrats ailleurs. Moi, je suis un fan de l'Hydro en passant. À Singapour, il y a toutes les régies, la régie de l'électricité, la régie téléphonique, la régie du logement, la régie du développement industriel, des parcs industriels, sont autonomes. C'est-à-dire qu'elles sont nommées sous le contrôle d'un ministère, bien sûr du gouvernement central, mais elles ont comme mandat de fournir du logement, mais d'aller chercher de l'argent à l'extérieur en appliquant leur politique du logement, leur technique de construction,
de cités nouvelles, en Chine, en Inde, etc. Le port de Singapour, encore une fois, c'est extrêmement performant. Le premier ou le deuxième, selon la façon dont on calcule le trafic en tonnes ou en conteneurs, tu vois. Peu importe, c'est un des trois grands avec Rotterdam et Shanghai. La régie du port a le contrôle, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je n'ai pas expliqué, d'une trentaine de terminaux dans les grands ports du monde, notamment en Chine, notamment au Japon, en Corée, en Europe, à Anvers, par exemple, en Belgique, à Gênes, hein, le plus gros port italien. C'est eux qui gèrent les terminaux. Parce qu'ils ont l'expertise, ils sont consultants, puis alors aussi, ils font venir des entreprises singapouriennes de construction de grues, de quais, etc. OK? Et donc, ils versent de l'argent dans les coffres de l'État, parce que tous ces exemples que je donne de Singapour, où prennent-ils l'argent? C'est que l'État singapourien a un fonds souverain qui se compare à celui de la Norvège. Ils n'ont pas un pet de pétrole. Excusez-moi. Ils n'ont pas une goutte de pétrole. Ils ont ni de gaz naturel. Ils ont accumulé des sommes phénoménales dans deux fonds souverains qui leur permettent d'aider les entreprises singapouriennes, toujours en partenariat. Singapour, c'est un capitalisme binaire. L'État et les entreprises. Singapore Airlines, qui est une compagnie aérienne que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est quand même une des plus performantes de la planète, et 54% État, 46% quelque chose là, entreprise privée. D'autres mots, l'État s'implique, mais il ne donne pas l'argent. S'il dit à Bombardier, OK, on vous finance, on prend le contrôle de la moitié de l'entreprise, pas 20%. On prend plus que 51% de... Alors, vous comprenez, il y a une adaptation assez spécifique ici à la nature du capitalisme. Si on laisse ça entre les mains de l'entreprise privée, qui vient toujours quémander l'aide de l'État, on se fait avoir. Et si on associe, moi-même, je porte un jugement mitigé sur le résultat, mais enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Excusez-moi. Oui, madame. Si Hydro-Québec, quoi, leur vendait l'électricité? Oui, mais l'électricité, ça se transporte. On peut pas vendre de l'électricité à... Mais on peut vendre de l'expertise. Hydro-Québec le fait. Hydro-Québec est justement une entreprise consultante dans bien des pays du monde sur la gestion des barrages et bien sûr le transport de l'électricité. Non, informez-vous, Hydro-Québec fait de l'argent comme consultant. Oui. Qui est pas cher. Oui. Ouais. Oui, qui a fait moins. Les barrages, ça détruit pas mal de choses. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je demandais si vous pensez que c'est une bonne idée, en pensant, mettons, au capitalisme, soit de, par exemple, vendre notre électricité ou de faire traverser l'électricité Non. Pas vendre l'électricité sauf aux États-Unis, là, ça se transporte, là, parce qu'on ne peut pas transporter de l'électricité. On pourrait vendre des batteries. On n'a pas le lithium ici. Bon. Alors, mais je saute sur votre question pour dire que ce que Hydro-Québec peut faire et ce qu'elle fait, comme EDF en France, qui est spécialiste dans la construction de centrales nucléaires, mais non seulement pas sur le nucléaire. Il y a un beau petit livre dans la collection dont ceci fait partie, là, qui est une nouvelle collection sur le nucléaire, le risque nucléaire, par un de mes collègues en Sciences Po. Bon, petite publicité, là, mais c'est ce que Hydro-Québec peut faire, c'est encourager dans les pays qui ont le potentiel la production d'électricité pour remplacer le charbon, puis Dieu sait qu'il y en a. Le potentiel hydroélectrique de l'Afrique est fabuleux, avec les fleuves qu'il y a là. Le sud-est asiatique, bien sûr, avec le Mékong, c'est déjà largement entamé, là. Et puis, on peut multiplier des exemples. En Amérique latine, tout le système de l'Amazon, tout le système du Paraná, etc. C'est comme ça que je réponds à votre question. Parce que vendre de l'électricité, autrement que par transport par pylône puis par ligne de haute tension, ça ne se fait pas. Ça ne se met pas en canne, ça ne se met pas en bois, ça ne se met pas en réservoir. Et ce qui me fait parler, 30 secondes, le pétrole. Le pic, tout à l'heure, je parlais de l'alimentation. Le pic du pétrole, ça fait... Quand j'ai commencé à enseigner, donc il y a plus d'un demi-siècle,
une des grandes préoccupations, c'est que le pétrole allait manquer quelque part dans le monde. Et l'industrie pétrolière a toujours entretenu le fait qu'il faut continuer à forer, y compris la fracturation hydraulique, etc., parce qu'on va manquer de pétrole. C'est pas vrai. On continue toujours à produire plus de pétrole. Et on justifie des méthodes particulièrement dévastatrices au plan environnemental sous prétexte qu'on va manquer de pétrole. Mais le pétrole, tant mieux si on en manque. Tant mieux, il faut qu'on en manque pour qu'on ça privilégie, le coût du pétrole augmente. Les États subventionnent le pétrole. Le pétrole devrait se vendre à peu près, sans blague, le pétrole devrait se vendre 7 à 8 fois son prix actuel, c'est-à-dire à peu près 10 piastres chez nous. Le litre devrait vendre 10 piastres. Il va passer. Oui, mais sauf que si le coût de la production était payé par ceux qui le produisent, bien, ils coûteraient ça, puis donc il y aurait beaucoup moins de voitures. Les gens, et les États auraient beaucoup plus d'argent à investir dans le transport collectif. C'est simple, ça, en passant. Ça ne prend pas la tête à Papineau, malheureusement, que je vais vous faire. Pensez-y bien. Si on faisait payer, comme ça, encore une fois, je reprends toujours mon petit exemple, parce que je le connais bien, puis qui est assez unique, de Singapour, l'État a fait le calcul. On est un pays riche, les gens ont les moyens, mais... Puis c'est rien que les plutocrates qui vont avoir des bagnoles, ou presque, vous savez. Même les profs d'université qui sont les mieux payés du monde n'ont pas le moyen d'avoir des bagnoles à Singapour. Bon. Alors, le résultat, c'est qu'il y a juste... des gens encore plus riches qu'eux. Oui, ils se mettent au vélo. Mais le reste des gens, par exemple, les gens qui ont un salaire moyen, la classe moyenne, ben, profitent des transports collectifs dans lesquels l'État investit avec tout le fric qu'il prélève sur les taxes payées par les automobilistes. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il y avait une dernière question? Non, je pense qu'on était rendu au tirage. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, à en apprendre plus, le livre, il est là. Merci beaucoup, M. Deconinck. Et n'oubliez pas qu'il y a un livre un peu plus dense qui peut justement vous donner encore plus envie d'en apprendre sur cette belle région du monde. Parfait.